texte très court, mais d'une densité intellectuelle assez rare. Vraiment rare, ouais. C'est une analyse qui a été minutieusement préparée et conçue spécifiquement pour la chaîne YouTube La Revue du 237. L'objectif de cette exploration, c'est de s'immerger totalement dans un document précis, de peser chaque mot, chaque virgule, pour en extraire la moelle philosophique. Tout à fait. Le document en question est un extrait intitulé « La pensée de Maurice Kamto », numéro 096/2026. Il faut tout de suite poser le cadre avant d'entrer dans le vif du sujet. Ah oui, c'est indispensable. La démarche d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans une neutralité absolue. L'idée n'est en aucun cas d'endosser, de valider ou même de rejeter une quelconque position politique. Absolument aucune. Notre mission consiste exclusivement à décrypter la mécanique intellectuelle de ce texte, d'analyser la rhétorique utilisée et d'examiner les concepts philosophiques qui y sont déployés. C'est ça, on reste concentré sur l'architecture des idées. Voilà. On se penche sur cet extrait précis en laissant complètement de côté tout parti pris partisan. Une précision essentielle pour garantir la rigueur de notre approche, en effet. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Le texte s'ouvre sur une déclaration d'intention qui semble à première vue assez classique. L'auteur écrit, je cite, « Nous nous battons pour affermir l'indépendance nationale et asseoir la souveraineté de notre pays ». Oui, ça a l'air très standard. On connaît tous la définition traditionnelle de l'État-nation et de sa quête perpétuelle de souveraineté. Alors, pourquoi commencer par une affirmation qui ressemble presque à un lieu commun de la rhétorique politique? Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette apparente banalité. Ah bon? Oui, parce qu'elle sert en réalité à préparer le terrain. Et si on regarde de plus près, la sémantique qui est choisie, elle raconte déjà une histoire de lutte inachevée. Comment ça, inachevé? L'auteur n'utilise pas des verbes d'état, mais des verbes d'action et de consolidation. Il dit affirmir et asseoir. Cela indique une posture vraiment dynamique. Donc ce n'est pas juste un constat. Exactement. L'indépendance n'est pas perçue comme un trophée qu'on aurait définitivement rangé sur une étagère après, disons, une victoire historique. Elle est décrite comme une matière malléable. Potentiellement fragile même. C'est le mot. Fragile et qui nécessite un effort constant pour ne pas s'effriter. C'est un peu comme construire une maison en fait. Tu peux avoir les murs, mais si tu ne passes pas ton temps à couler des fondations solides, à asseoir la structure, au moindre coup de vent, tout s'écroule. C'est une très bonne analogie. Mais on pourrait se demander si cette fragilité n'est pas le lot de toutes les nations au final. L'idée d'asseoir la souveraineté, ça implique qu'elle pourrait être chancelante. Bien sûr. Pourtant, sur le papier, un État est souverain ou ne l'est pas. Les frontières sont reconnues à l'ONU, les institutions existent. Pourquoi insister sur cette notion de consolidation si la base légale est déjà là? Parce que le texte fait subtilement la distinction entre la souveraineté juridique, C'est du droit international? voilà, et la souveraineté de fait, celle qui s'exerce réellement et solidement sur le terrain. Asseoir la souveraineté, c'est lui donner une profondeur stratégique. Pour qu'elle résiste au choc. Exactement. C'est faire en sorte que l'édifice politique puisse résister aux tempêtes de l'histoire, aux pressions économiques externes ou même aux crises internes. L'auteur commence donc par rassurer son lecteur. En s'inscrivant dans l'idéal politique le plus noble, oui, la pleine capacité d'une nation à décider de son propre destin. Sauf que, et c'est là que le texte bascule, cette installation dans le confort intellectuel d'un idéal classique est de très courte durée. Très courte, oui. Le texte opère un virage brutal dès la phrase suivante. L'auteur introduit un contraste qui frappe comme un coup de poing. Je cite la suite du document. Mais si la souveraineté est entendue comme le pouvoir d'un dirigeant de tuer souverainement ses concitoyens, Le mot est lâché. c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'opposition entre la quête noble de l'indépendance qu'on vient d'évoquer et la violence viscérale de cette image, c'est vertigineux. Le texte renverse complètement la perspective habituelle à cet instant précis. On passe d'un concept abstrait, Presque éthéré, oui. débattu dans les amphithéâtres de sciences politiques, à une réalité charnelle et sanglante. La souveraineté n'est plus envisagée comme un bouclier qui protège la nation des menaces extérieures. Elle se retourne contre la nation. Exactement. Elle est redéfinie, de manière tragique, comme une arme pointée vers l'intérieur. L'auteur met vraiment le doigt sur la perversion ultime de l'idée d'État. Mais ça pose un paradoxe majeur pour quiconque s'intéresse à la politique. Historiquement, depuis Max Weber, on s'accorde à dire que l'État détient le monopole de la violence légitime. Tout à fait. L'usage de la force fait techniquement partie des attributs de la souveraineté pour maintenir l'ordre public. Alors, à quel moment franchit-on la ligne rouge selon ce texte, la frontière entre le maintien de l'ordre et le fait de tuer souverainement? La ligne rouge se trouve exactement dans l'utilisation de cet adverbe. Souverainement. La redondance.
Exactement. L'expression tuer souverainement est d'une puissance rhétorique dévastatrice. Elle dénonce une violence qui ne cherche plus du tout à maintenir l'ordre public ou à protéger la communauté. C'est une violence gratuite en quelque sorte. Pire que ça, c'est une violence qui s'exerce avec une impunité totale, justifiée uniquement par le statut du dirigeant. Le fameux monopole de la violence légitime implique une responsabilité, des limites légales et morales. Et là, ces limites disparaissent. Tuer souverainement dans ce contexte signifie s'arroger un droit de vie et de mort arbitraire, en utilisant le paravent de l'indépendance nationale pour refuser toute reddition de comptes. L'État ne punit plus une transgression de la loi, il l'élimine physiquement pour asseoir une domination. Le mot souveraineté devient donc une excuse, un alibi juridique pour couvrir une tyrannie interne. Exactement. On utilise le concept d'indépendance pour dire au reste du monde « Écoutez, ne regardez pas ce qui se passe chez nous, nous sommes maîtres chez nous ». C'est le piège absolu de la souveraineté dévoyée. Et pour contrer cette dérive mortifère, le document de la pensée numéro 096/2026 enchaîne immédiatement avec une parenthèse. Une parenthèse qui redéfinit les règles du jeu. Très importante cette parenthèse. Le texte liste de manière explicite ce que doit être le rôle du dirigeant. Il mentionne 3 devoirs fondamentaux envers les concitoyens. Protéger, diriger de façon éclairée et amener à la prospérité. Ce triptyque constitue vraiment la colonne vertébrale morale de l'argumentation de l'auteur. Il pose les bases d'un contrat social strict. Explorons le premier de ces devoirs, si tu veux bien, la protection. C'est le degré zéro de l'existence de l'État. Si on remonte aux philosophes du contrat social, comme Hobbes, les individus acceptent de renoncer à une part de leur liberté naturelle, Pour se soumettre à une autorité. voilà, et ils le font précisément pour échapper à la violence de tous contre tous. L'État existe d'abord pour garantir l'intégrité physique de ceux qui vivent sur son territoire. Donc si l'État, qui est censé être le protecteur suprême, devient le prédateur de sa propre population, le pacte fondateur est rompu. Totalement rompu. La légitimité même de cette autorité s'évapore. Exactement. Une autorité qui menace la vie de ceux qu'elle doit protéger détruit sa propre raison d'être. Elle devient un non-sens philosophique et politique. Mais le texte ne s'arrête pas à la simple survie biologique. Non, il exige davantage en introduisant le deuxième pilier, le devoir de diriger de façon éclairée. Cette expression, diriger de façon éclairée, ça résonne presque comme un écho au siècle des Lumières. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans l'analyse de ce texte de 2026 ? On dépasse la simple gestion administrative au quotidien pour aller vers quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, Une gouvernance éclairée s'oppose frontalement à une gouvernance de l'obscurantisme, de l'arbitraire ou de la peur. Diriger de façon éclairée suppose l'utilisation de la raison, de la compétence et de la clairvoyance. c'est anticiper l'avenir en somme. C'est ça. Cela implique un dirigeant capable d'anticiper les défis, de comprendre les dynamiques mondiales et surtout d'élever le niveau de conscience et d'éducation de son peuple. Ce n'est pas simplement donner des ordres. C'est tracer un chemin. Tracer un chemin basé sur l'intelligence de la situation plutôt que sur la satisfaction d'impulsions égoïstes ou le maintien stérile du pouvoir pour le pouvoir. Et cette gouvernance rationnelle et visionnaire a un but très spécifique, qui nous amène au 3e pilier du triptyque. Le devoir d'amener à la prospérité. Le but ultime, oui. On touche ici à la finalité de l'action politique moderne. La protection empêche de mourir. La direction éclairée montre le chemin. Mais la prospérité représente l'épanouissement réel. Suffit plus. Personne ne veut juste survivre. Exactement. La prospérité englobe le développement économique, l'amélioration des conditions de vie, l'accès à la santé, à la culture et la création d'opportunités pour les générations futures. Le texte construit donc une conditionnalité implacable. Absolument. La fameuse souveraineté n'a de valeur que si elle agit comme un moteur de développement social et économique. Attends, si on suit cette logique jusqu'au bout, ça modifie radicalement la façon dont on évalue la réussite d'un pays. Ah oui, c'est un changement de paradigme au complet. Parce qu'on a tendance à juger la puissance d'une nation par sa force militaire, son assise diplomatique ou sa capacité à résister aux ingérences étrangères. Ce sont les critères classiques. Mais le document propose une métrique totalement différente. Il subordonne la gloire de la souveraineté au bien-être concret des individus qui la composent. L'analyse de l'auteur opère une désacralisation spectaculaire du concept d'État. La souveraineté perd son statut de totem intouchable pour devenir un simple outil. Un outil essentiel, mais un outil quand même. Certes, un outil essentiel, mais dont la valeur dépend uniquement de l'usage qu'on en fait.
L'État n'est plus une fin en soi, il redevient un instrument au service du citoyen. Et cette mécanique intellectuelle prépare le terrain pour la conclusion du document, une conclusion qui tombe comme un verdict sans appel. Un verdict très lourd, oui. Une conclusion qui ne laisse d'ailleurs aucune place à l'ambiguïté. L'auteur affirme que si la souveraineté est utilisée pour détruire la population, je cite, « alors sa quête n'en vaudrait pas la peine C'est fort. ». L'utilisation du mot « malheur » est très forte. On quitte le vocabulaire clinique de la science politique pour entrer dans le registre de la tragédie humaine. Complètement. L'emploi du terme malheur souligne la futilité absolue d'une indépendance qui se retourne contre ceux qu'elle devait affranchir. Imaginons l'effort titanesque, les sacrifices historiques, les luttes acharnées qu'un peuple doit consentir pour obtenir le droit à l'autodétermination. Des décennies de combat, souvent. Le texte nous dit que si le résultat de toute cette souffrance collective aboutit à la création d'une machine répressive interne, alors l'objectif initial était une illusion cruelle. La victoire diplomatique ou juridique se métamorphose en désastre sur le plan humain. C'est une remise en question profonde des discours officiels, ce qui justifie parfois des conditions de vie misérables par la simple fierté d'être indépendant, de posséder un drapeau et un siège aux Nations Unies. C'est exactement l'idée. Si l'acquisition de la souveraineté entraîne la destruction physique et morale des citoyens, l'auteur considère que la quête elle-même perd tout son sens. La démonstration va même plus loin, en déconstruisant le fétichisme de l'État. Beaucoup de doctrines politiques exigent des individus qu'ils se sacrifient pour la grandeur de la nation ou pour préserver la souveraineté. L'État passe avant l'individu. Mais l'extrait que nous analysons inverse cette pyramide des valeurs. Il place la vie humaine et l'épanouissement des concitoyens au sommet, au-dessus des concepts juridiques et territoriaux. Donc une souveraineté destructrice n'est pas juste un accident de parcours. Non, elle n'est pas qualifiée d'erreur de parcours ou de dérive regrettable. Elle est qualifiée d'annulation totale de l'intérêt même d'être une nation. C'est le plus grand des échecs, car il trahit l'espoir d'émancipation qui portait la quête de l'indépendance. Cette lecture force vraiment à scruter la réalité derrière les mots valises qu'on entend en permanence dans les discours publics. Une nation peut cocher toutes les cases techniques requises par le droit international, Ces frontières peuvent être sécurisées. son gouvernement reconnu. Mais le document de la pensée numéro 96/2026 nous fournit une grille de lecture beaucoup plus exigeante. Il nous invite à évaluer la validité de cette souveraineté à l'aune de ce qui se passe à l'intérieur des maisons, dans les rues et dans le quotidien des citoyens. Est-ce que la structure politique offre la sécurité? Est-ce que la gouvernance s'appuie sur la raison? La population a-t-elle un horizon de prospérité? Et si la réponse à ces questions est négative, le constat de l'auteur est que l'outil s'est retourné contre son créateur. La coquille de l'État est peut-être intacte vue de l'extérieur, mais elle abrite un mécanisme de destruction à l'intérieur. C'est une image terrifiante, mais très parlante. Cette réflexion philosophique met en lumière le danger de confondre les moyens et les fins en politique. L'indépendance nationale est le moyen d'accéder à la liberté et au développement. Si elle devient un moyen d'oppression, le sens même de l'histoire du pays est perverti. Totalement perverti. Cela demande une vigilance intellectuelle constante de la part de l'observateur politique. Ne jamais se contenter de l'emballage diplomatique et toujours vérifier le contenu du contrat social. C'est l'essence même de l'esprit critique. La concision de cet extrait de Maurice Kamto rend la fulgurance de la réflexion encore plus marquante. Oui, on fait un voyage immense en quelques lignes. Exactement. En quelques lignes, on passe d'une proclamation classique d'indépendance à une mise en garde tragique sur les dérives du pouvoir absolu pour finalement aboutir à un critère d'évaluation morale de l'État lui-même. Cela soulève une question importante, une réflexion qui s'inscrit dans le sillage direct de la logique que nous venons de décortiquer ensemble. Je t'écoute. Si l'on imagine un groupe humain qui parvient à faire reconnaître sa souveraineté absolue aux yeux du monde entier, sans aucune interférence étrangère, Le rêve souverainiste parfait. mais que simultanément, ses membres vivent dans une pauvreté organisée et subissent la terreur de leurs propres institutions. L'indépendance a-t-elle réellement quitté le domaine de la fiction diplomatique pour devenir une réalité tangible pour les individus? C'est la question centrale. Ou bien cette souveraineté de façade n'est-elle que l'illusion d'une liberté qui cache une prison à ciel ouvert? C'est le type de questionnement fondamental que ce document impose à la réflexion contemporaine. Une méditation finale qui résonne puissamment et qui incite vraiment à regarder bien au-delà des apparences officielles. C'est indispensable aujourd'hui. Il est temps de refermer cette analyse approfondie du document 096/2026. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette exploration méticuleuse de la pensée politique et la rhétorique.
Une exploration toujours menée avec la volonté d'offrir une grille de lecture impartiale et objective. C'est notre boussole. Cette analyse a été réalisée dans un but très précis, enrichir la compréhension des textes qui structurent les débats d'aujourd'hui. C'est une démarche soutenue et portée par la chaîne YouTube, la Revue du 377. Et pour que cet effort de décryptage se poursuive, le soutien de l'audience est crucial. C'est fondamental. Pour que de nouvelles plongées intellectuelles de ce niveau continuent d'être proposées, l'appel est clair et direct. Il est vivement conseillé à toutes les personnes qui apprécient ces moments d'analyse pointus de s'abonner immédiatement à la Revue du 237. C'est sur cette plateforme que se cultivent ces réflexions. S'y abonner garantit de ne manquer aucune des prochaines explorations de ce genre. Analyser les textes au-delà de leur surface, exigeante, est un exercice continu. Rejoindre et soutenir une plateforme dédiée à cette exigence intellectuelle permet de maintenir vivante la dynamique d'une véritable compréhension analytique. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine investigation de source. Que la curiosité et l'exigence continuent d'accompagner chaque lecture. À très bientôt pour une nouvelle plongée exigeante au cœur des textes fondamentaux. À très bientôt.